Voici le corrigé de l'exercice 19, page 65 de votre livre. Contrôle qualité d'un traitement nutritionnel. L'acide fumarique, noté AH2, est une espèce chimique qui peut réduire les effets du psoriasis, maladie de peau. Pour vérifier l'indication portée sur l'étiquette d'un traitement, on réalise le protocole suivant. Le contenu de la gélule est dissous dans l'eau. Une solution aqueuse S de volume V est égale à 100,0 ml est obtenu. Le titrage d'une solution Va est égal à 10,0 ml de solution S par une solution d'hydroxyde de sodium telle que la concentration en ion hydroxyde est égale à 1,00 fois 10 puissance moins 1 plus ou moins 0,03 mol par litre donne le graphe suivant. On a un graphique ici. On a l'équation de la réaction qui me dit qu'il va falloir une molécule d'acide fumarique qui va réagir avec deux ions hydroxyde. On a le pH en fonction du volume versé qui est tracé, qui va nous permettre d'aider à retrouver le volume équivalent. Ça va pas être trop compliqué de faire ça. Ensuite, petite indication aussi, là le plus ou moins 0,003, c'est l'incertitude type de la concentration en solution titrante. Donc, parce que je vois qu'il y aura un calcul d'incertitude qui nous est proposé ici. On nous donne la masse molaire aussi de l'acide fumarique. Ensuite, schématiser et légender le dispositif expérimental. Donc, avant de faire ça, vu qu'on l'a sous les yeux, on va avoir besoin du volume équivalent. Je vais utiliser ici la méthode des tangentes. De toute façon, vous n'avez pas trop le choix. On ne peut pas utiliser la méthode de la dérivée. Donc, on va tracer une droite parallèle, une tangente dans le premier virage, ici, avant le saut de pH. C'est ça, le saut de pH. Donc, on trace la tangente à la courbe. On trace une deuxième tangente, toujours ici dans le deuxième virage, après le saut de pH, et qui doit être parallèle à la première. On trace une perpendiculaire aux deux tangentes. On repère le milieu de cette perpendiculaire et on trace une troisième droite parallèle aux deux tangentes. Cette droite coupe la courbe en un point et ce point, c'est le point équivalent. On pourrait lire le pH équivalent ici. Et on va lire surtout le volume équivalent ici en allant lire l'abscisse. Donc on va dire 8,5 ml. Donc voilà, j'ai mon volume équivalent, ça c'est fait pendant qu'on avait la courbe sous les yeux. Donc, mais je reviens à ma première question qui était de schématiser donc le montage. Donc le montage, le voici. Alors il n'est pas tout à fait légendé. Donc on a une burette graduée, on a un bécher, vu que c'est un dosage pH métrique. Comment je le sais que c'est un dosage pH métrique? Et parce que j'ai le pH en fonction du volume versé. C'est que j'ai mesuré le pH, il me faut donc un pH mètre. Donc un pH mètre qui trempe dans la solution. La solution titrée qui était donc la solution d'acide fumarique. Et en haut, une solution d'hydroxyde de sodium de soude, c'est la solution titrante. On a le turbulent, on a l'agitateur magnétique, on a la potence ou support ici, et je pense avoir tout dit et tout cité. Ensuite, question numéro 2. Déterminer la valeur expérimentale, masse expérimentale, de la masse d'acide fumarique contenue dans une gélule. Donc là, on demande directement d'exploiter le titrage. Donc j'ai à partir du volume équivalent, je dois remonter à la masse expérimentale contenue, donc la masse contenue dans la gélule d'acide fumarique. Donc, on est parti. Donc, question 2. Et c'est parti. Donc, je dois partir, je suis à l'équivalence. À l'équivalence, j'ai cette relation. La quantité de matière d'acide fumarique divisée par 1 est égale à la quantité de matière d'ion hydroxyde divisée par 2. Pourquoi? Parce que chacun est divisé par son nombre stoichiométrique. L'acide fumarique a un coefficient stoichiométrique de 1, l'ion hydroxyde a un coefficient stoichiométrique de 2. À l'équivalence, c'est lui divisé par lui est égal à lui divisé par lui. Donc, j'ai bien cette relation. En sachant que ce que je connais ici, je connais des concentrations et des volumes, donc je remplace chacune des quantités de matière par C fois V. Donc la quantité de matière de l'acide fumarique, j'ai appelé A pour acide,
Donc c'est Ca fois Va divisé par 1. Et l'hydroxyde de sodium est une base, donc je l'ai appelé B. Cb fois Vb ou Ve, parce que ce qui va m'intéresser, c'est le volume équivalent ici. Parce que le volume versé à l'équivalent sera le volume de solution titrante et d'hydroxyde de sodium. Donc divisé par 2. Et je veux Ca ici. Dans un premier temps, je vais calculer Ca. Donc pour calculer Ca, j'envoie tout le reste de côté. Le Va, je l'envoie. Le 1, je l'envoie. Et donc j'obtiens cette relation. Je remplace tout. Donc Cb était connu, c'était 1, 10, moins 1. Ve, c'est le volume équivalent que j'ai déterminé grâce à la courbe 8,5 ml. Je multiplie par 10 puissance moins 3 pour le placer en litres. Et je divise par 2 fois Va, le volume ici versé dosé d'acide fumarique, c'était 10 ml, ou je ne me trompe pas, j'ai un doute. Oui, on dissout bien le contenu de la gélule dans 100 ml, mais on dose 10 ml. Donc Va, c'est bien 10 ml, il n'y a pas de souci. Et je fais le calcul, j'obtiens 4,3 fois 10 puissance moins 2 moles par litre. C'est-à-dire que maintenant, je connais la concentration de l'acide fumarique dans ma solution titrée et dans les 100 ml. Dans les 100 ml dans lequel j'ai mis ma gélule. Mais ce qui m'intéresse maintenant, c'est la masse d'acide fumarique. Donc, je vais devoir utiliser, donc calculer la quantité de matière, et à partir de la quantité de matière, retrouver donc la masse en utilisant la masse molaire. Hop, pardon, je n'ai pas à m'en aller, on continue. Donc la quantité de matière expérimentale sera la concentration fois le volume. La concentration, c'est ce que je viens de calculer, et le volume, c'était les 100 ml d'eau qui m'ont servi à dissoudre la gélule. Donc ce sont les 100 ml qui sont ici, dans lequel j'ai mis le contenu de ma gélule. Donc j'obtiens une quantité de matière de 4,3 fois 10 puissance moins 3 moles. Ne pas oublier de multiplier le volume, le 100 ml par 10 puissance moins 3 pour y passer en litres. Et pour avoir donc la masse, je n'ai qu'à multiplier la quantité de matière que je viens de calculer par la masse molaire pour retomber sur la masse expérimentale calculée. Donc la masse molaire m'est donnée, elle vaut 116, et j'obtiens donc 0, en arrondissant à deux chiffres significatifs, j'obtiens 0,50 grammes. Donc voilà, j'ai donc calculé la masse expérimentale. Listez les trois principales sources d'erreurs commises lors de la réalisation du titrage. Donc ici, les trois erreurs commises donc, vont être l'utilisation de la burette, l'utilisation de la pipette jaugée, l'utilisation de la fiole jaugée. Donc on utilise la fiole jaugée pour faire la dilution, c'est-à-dire qu'on a mis les 0,5, la gélule dans une fiole jaugée et on a complété jusqu'à 100 ml. Là, on a utilisé la fiole jaugée. Ensuite, on a prélevé 10 ml pour doser 10 ml et là, on a utilisé la pipette jaugée. Et enfin, la burette nous a permis de verser les différents volumes lors du dosage ici. Et donc, c'est l'utilisation de la burette. On a mesuré, là j'ai versé 1 millilitre, j'ai mesuré le pH, là j'ai versé 2 millilitres. Et les volumes correspondent donc aux graduations de la burette. Donc voilà les trois récipients que j'ai utilisés. Et donc les trois sources d'erreur ou d'incertitude. Ensuite, on me demande de calculer l'incertitude. Excusez-moi, on lit d'abord la question. Estimer l'incertitude type de la masse d'acide fumarique. En sachant que j'ai l'incertitude, U c'est l'incertitude, concernant la burette, concernant la pipette jaugée, là c'est une pipette jaugée, et concernant la fiole jaugée. Donc j'ai bien les trois à utiliser sont celle-ci, celle-ci et celle-ci. Comment les utiliser? Eh bien, si dans mon calcul je fais intervenir des volumes concernant la burette, la fiole jaugée, etc., je dois les faire apparaître, et je dois aussi faire apparaître ici l'incertitude liée à la concentration de ma solution de titrage. Ici, il y a on va voir, je ne sais plus dans mon calcul ce que j'ai fait intervenir ou pas. Donc là, oui, je n'ai pas fait intervenir le facteur de dilution, c'est-à-dire l'utilisation de la fiole jaugée. La fiole jaugée, je ne l'ai pas fait intervenir. On aurait pu la mettre. J'en ai utilisé 3 ici qui finalement j'ai fait intervenir par rapport à la formule qui nous a permis de calculer.
La formule qui nous a permis de calculer faisait intervenir la concentration de la base, donc j'ai mis la concentration de la base, le volume équivalent mesuré avec la burette, donc la burette, alors certes on l'a déterminé avec le graphique, mais tous les volumes versés ont été mesurés à la burette, et le volume A mesuré à la pipette. J'aurais pu faire plus et remettre un facteur et mettre la fiole jaugée qui a servi à la dilution, mais voilà, ça ne va pas changer royalement l'incertitude. Donc ça me donne, donc je remplace M par la masse. Ensuite, l'incertitude liée à la concentration, elle m'est donnée, c'était le plus 0,03 qui était là, plus 0,003. Et la concentration, c'est 1, 10 moins 1. Donc je remplace par, donc à chaque fois c'est l'incertitude d'une grandeur divisée par la grandeur. Donc son incertitude c'est 0,03. Sa grandeur, c'était 10 moins 1. Là, l'incertitude, c'était 0,1 à avoir dans le petit tableau, divisé par le volume équivalent, c'était 8,5. Et l'incertitude pour VA, c'était 0,05 de la pipette, et le volume prélevé, c'était 10 ml. Si je fais le calcul de tout ça, j'obtiens 0,02 g. Ça veut dire que j'ai une incertitude de 0,02 g sur une mesure de 0,50 g. Donc je peux noter mon résultat comme ça veut dire que finalement ma masse expérimentale est comprise entre 0,48 g et 0,52 g. C'est-à-dire j'ai ajouté et retiré 0,02 à cette valeur-là, qui était la valeur de la masse, pour l'encadrer. Donc voilà, finalement je n'ai pas 0,5, mais finalement ma vraie valeur serait comprise entre 0,48 et 0,52 si je tiens compte de mes erreurs expérimentales, ou de mes incertitudes expérimentales. Ensuite, proposer un encadrement et conclure. Alors conclure, ça va être compliqué parce que il y a une erreur dans cet exercice, c'est qu'on ne vous a pas donné d'étiquette ou de point de comparaison. Donc sans point de comparaison, il est difficile de conclure. L'incertitude ne nous sert pas à grand-chose si on n'a pas de point de comparaison. Donc là, je n'ai pas conclu concernant cet exercice.